Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver sur La Première. À la une de l'actualité de ce vendredi, l'empreinte carbone de l'hôpital de Taoné réduite d'un tiers grâce au SWAC. Les 1600 climatiseurs du CHPF fonctionnent désormais grâce à l'eau de mer puisée en profondeur. Air Tahiti Nui, pointé du doigt par la Cour des comptes. Selon le référé, le renouvellement de la flotte de la compagnie illustre les dérives du dispositif de défiscalisation de l'État. Nous reviendrons sur l'épisode de forte houle qui a frappé nos archipels. À Teahupo'o, les surfeurs de Gros ont choisi de braver les interdits pour prendre des tubes historiques. Nous irons aux Australes où des chercheurs de l'IRD s'intéressent aux effets de l'urbanisation et de l'agriculture sur les oiseaux. L'archipel abrite des espèces endémiques. Les scientifiques enregistrent leurs chants. Et puis nous ferons la connaissance de la talentueuse Meleana Tutairi. La jeune chanteuse de 13 ans représentera Tahiti lors d'une prestigieuse compétition américaine la semaine prochaine. C'est un projet de 4 milliards de francs qui voit enfin le jour. Avec quelques mois de retard, le SWAC de l'hôpital est désormais en service. Ce système répond aux besoins de climatisation de l'établissement en utilisant l'eau de mer comme source froide. La facture annuelle d'électricité devrait baisser de quelques dizaines de millions de francs. Ismaël Tahiata et Patita Savea. Non, ce ne sont pas des alambics géants pour le whisky. Oubliez la distillerie. Cet ouvrage, c'est le SWAC, de Seawater Air Conditioning. Autrement dit, la climatisation marine. Le principe en lui-même est simple. Utiliser l'eau froide des fonds marins pour remplacer la climatisation électrique de l'hôpital. Il faut réussir à aller chercher l'eau de mer à 900 mètres de profondeur. On a beaucoup de contraintes mécaniques, il y a beaucoup de pression là-bas au fond. La difficulté, c'est de remonter cette eau. C'est là la partie technique. Dans le fonctionnement, le SWAC, c'est quelque chose de très simple. On prend de l'eau de mer qui est froide et on échange la fraîcheur avec la climatisation. Ces gros tuyaux, ils permettent d'aller chercher l'eau de mer. Elles cheminent dans les tuyaux et elles vont jusque dans les échangeurs. C'est à l'intérieur des échangeurs que la magie s'opère. Alors derrière moi, on voit les échangeurs thermiques. C'est là qu'on vient récupérer le froid de l'eau de mer pour après l'envoyer à l'hôpital. Donc ces échangeurs, ils sont composés de plusieurs plaques en titane qu'on voit ici. Et en fait, on a un millefeuille à l'intérieur. Et on a une couche d'eau douce qui passe, puis une couche d'eau de mer, puis une couche d'eau douce. Et c'est comme ça qu'on transfère le froid. Ici, l'installation est sous surveillance 24 heures sur 24. Au moindre problème, l'équipe de maintenance intervient de suite. Objectif, éviter l'arrêt du système. On a un logiciel au fait, qui remonte les alarmes et ensuite c'est renvoyé sur les téléphones d'astreinte et nos téléphones à nous. Et ensuite, on déclenche une équipe au besoin. On fait en sorte de maintenir les équipements au mieux pour qu'il y ait une continuité de service et que le fonctionnement soit au top, quoi. Alors on est très fiers de la réalisation. C'est quelque chose qui existe assez peu dans le monde. Il y en a 3 en Polynésie, on est le 3e. On est le plus gros SWAC commercial. C'est un investissement de 3,7 milliards. Et ça permet de diminuer le besoin en électricité de toute l'île de Tahiti de 2%. Donc ça va permettre aussi d'atteindre les objectifs de transition énergétique. L'eau est à environ 7 degrés. Elle arrive à l'hôpital du Taoné par ses conduits. Le SWAC permet une économie de 200 à 300 millions de francs par an sur la facture d'électricité. La Cour des comptes n'a pas pris de gants dans son référé. Pour le premier président, le renouvellement de la flotte d'Air Tahiti Nui illustre la dérive de la défiscalisation nationale. En cause notamment le choix des avions américains de Boeing plutôt que ceux d'Airbus, moins favorables au territoire national. Une dépense fiscale de plus de 13 milliards de francs pacifiques qui aurait surtout bénéficié aux banques. Le point avec Stéphane Ratino et Hubert Liao. Cette page d'écriture, dont l'objet est peut-être plus d'interroger le dispositif de défiscalisation que de passer au crible l'investissement d'ATN. La compagnie Otiaré a tout fait dans les règles de l'art, optimisant les possibilités offertes par la loi. Michel Monvoisin, le PDG, a lu le courrier. Cette mise en exergue de l'entreprise fait tousser à son sommet. La charge contre l'achat de Boeing est vécue avec beaucoup d'injustice. Choix stratégique de l'entreprise, empreinte carbone beaucoup moindre, mais plus, derrière l'avionneur américain, il faut aussi savoir voir le drapeau tricolore. Le 787 aux États-Unis, il l'appelle l'avion français, parce que 40% de cet avion est d'origine France. Il y a 6 grandes entreprises majeures qui travaillent sur cet avion. Safran, Latéco Air, Radial, Michelin, Dassault Systèmes, Thales, tous ont fourni cet avion. Et bon, bah voilà, après, et c'est français, c'est pas européen, c'est de l'emploi en France. Pas de regret par rapport à Airbus, c'était vraiment l'avion qu'il fallait pour la compagnie.
Mais bien sûr, et Airbus le sait en off, parce qu'en fait, ils nous proposaient quoi en face? Un mixte d'un 350 et d'un 330. Donc c'est des avions sur lesquels il aurait fallu des qualifications doubles, des pilotes, des mécanos. Donc pour une compagnie qui a que 4 avions, avoir 2 avions de types différents, c'était clairement pas possible. Plus de 13 milliards de défiscalisation. La Cour des comptes tique sur les retombées pour les banques dont les sièges sont en métropole. Plus de 2 milliards, alors que les magistrats estiment que la prise de risque était quasiment nulle. D'ailleurs, des recommandations sont adressées au ministère parisien. Favoriser les entreprises nationales, réajuster les analyses préalables et encadrer les commissions bancaires. La loi dite Girardin arrive à son terme en 2025. Michel Monvoisin l'a assez discuté, mais il souligne son utilité pour la vie économique des territoires ultramarins. Cette loi, elle a été bénéfique. Elle a permis de construire des hôtels, elle a permis de développer des industries. Si on trouve mieux, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux. Vous êtes inquiet sur le devenir de la loi ou est-ce que vous pensez que le politique va tenir? Elle est toujours attaquée, la loi, ça fait des années qu'elle est attaquée, donc inquiet oui et non. Et d'un autre côté, je sais que le politique à la fin, c'est lui qui a le dernier mot, il a conscience qu'il faut rééquilibrer les Outre-mer. Les temps économiques sont incertains, mais ATN retrouve du souffle. Pour l'actuelle haute saison, le taux de remplissage représente 89% de celui de 2019. L'entreprise, si les ventes ne sont pas contraires, prévoit de créer à nouveau des emplois. En bref, cette bonne nouvelle pour les personnes sans abri de la capitale. Le centre d'accueil Tevaï a rouvert ses portes ce matin. Une question de patience pour le père Christophe qui s'est exprimé sur Radio 1. Le couple qui posait des problèmes d'insécurité s'est installé un peu plus loin. Retour à présent sur la forte houle qui a touché nos archipels ces 2 derniers jours. Un conseil des ministres extraordinaire s'est réuni cet après-midi pour constater l'état de catastrophe naturelle, un levier qui permet de venir en aide rapidement aux habitants touchés par cet épisode météorologique. Un premier inventaire des dégâts est en cours d'élaboration. Les détails du vice-président du pays au micro de Patita Savea. Ça va impliquer d'abord la prise en charge par les pouvoirs publics, donc par le pays sur son budget, la réparation au niveau des dégâts occasionnés chez les particuliers. Sur le plan du mobilier, il ne faut pas oublier, l'État généralement, et nous comptons bien sur la solidarité nationale, pour que l'État prenne en charge la couverture des dépenses liées au mobilier à l'intérieur des logements, comme ça a été le cas par le passé. Et puis sur les prises en charge par la solidarité territoriale, sur par exemple les matelas, sur le remplacement des réfrigérateurs, etc. Ça, c'est quelque chose que nous envisageons également. La houle qui a fini par gagner l'archipel des Marquises. Des vagues de plus de 3 mètres se sont abattues sur la côte sud de Nukuhiva. Le front de mer de Taihae a été entièrement submergé, rendant la route impraticable. Face à l'amoncellement de débris, le quai des pêcheurs a été fermé à la circulation. Aucun blessé, fort heureusement. Les propriétaires de voiliers ont pris les choses avec philosophie. Notre correspondante Marie Curva a interviewé l'un d'entre eux. Il paraît qu'il faut surveiller la 7e vague qui est la plus forte et puis après c'est plus calme. Et donc à la 8e on va sauter dans l'annexe, à la 9e on va mettre les gaz et puis on espère arriver sain et sauf au bateau. Les vagues n'ont pas épargné la presqu'île de Tahiti et notamment Te Ahupu'o. Les habitants du PK0 ont souffert de cette houle exceptionnelle. Le maire de Taiarapu-Ouest avait interdit toutes les activités nautiques, mais les amateurs de sensations fortes n'ont pas pu résister à l'appel du large. Retour sur cet épisode rare avec James O et Tim Pruvot. Au petit matin, les habitants de Te Ahupu'o se réveillent les pieds dans l'eau. La houle énergétique annoncée par Météo France n'est pas encore à son paroxysme, mais les vagues ont déjà atteint la voie publique au PK0. C'est parce que la mer elle est forte, hein, et c'est pas souvent qu'on voit ça, l'eau aller jusque presque sur la route. Good morning. Morning. Placé en vigilance rouge la veille, le Tavana a interdit par arrêté municipal toutes les activités nautiques. Mais les chasseurs de vagues ne l'entendent pas de cette oreille et ont bien l'intention de se jeter à l'eau. C'était comment Matej alors? Il y a des... Oh, regarde celle-là. Il y a des vagues énormes. Il y a genre, j'ai vu peut-être une 7 mètres
quand je suis allé en jet ski, la peste on est encore à l'eau. Moi je trouve que les vagues elles sont bien quand même. Elles sont bien orientées, ça vient bien de dedans, pas de l'ouest. Quelques mètres plus loin, la marina est fermée au public, sauf aux professionnels qui souhaitent surveiller leur bateau amarré sur place. Même avant qu'ils placent en alerte rouge, on avait estimé avec les boys que les touristes, les non-professionnels n'avaient pas leur place sur le spot dans de telles conditions. Donc on savait déjà que nous on allait être off, qu'on n'allait pas bosser. Puis on espère quand même que les boys aujourd'hui puissent se mettre à l'eau et nous apporter quelques images. Mais surfer dans de telles conditions n'est pas sans danger, même pour un surfeur chevronné. Le risque de noyade est bien réel. Pour les surfeurs de grosses vagues, c'est un peu ce moment-là qu'on attend toute l'année. Ça fait plusieurs années qu'on n'a pas eu ça. Du coup, ouais, c'est un phénomène exceptionnel et ça fait plaisir, ça fait peur, mais voilà, il faut rester vigilant, quoi. Malgré l'interdiction au spot de Havre 1, où auront lieu les épreuves de surf des JO de 2024, surfeurs étrangers et locaux étaient bien présents ce jour-là. Et la houle qui n'a pas empêché l'île de Makemo de fêter le 14 juillet. Le programme des festivités a débuté par le défilé des quartiers, l'occasion pour le maire d'ouvrir officiellement le Heiva i Makemo. Même chose aux Australes, à Ribave, qui a profité de la fête nationale pour fêter les 50 ans de la commune. Notre correspondant Arthur Tiari a recueilli le témoignage de la toute première secrétaire générale de la commune en 1972. Nous, pour ceux qui ont été les premiers recrutés, c'est pas facile. C'est très difficile à s'adapter à la vie professionnelle. Parce qu'on ne connaît rien, on ne connaît pas. Mais on a fait, on a travaillé. Et puis là, je pense qu'on a vraiment fait un défi et c'est une réussite. Notre travail, notre métier, on a appris sur le tas. Et depuis la création, j'ai connu 6 maires. Aux Australes, toujours, sachez que 2 chercheurs de l'IRD parcourent en ce moment l'archipel pour étudier les oiseaux des îles habitées. Certaines espèces endémiques, vous le savez, sont menacées d'extinction. Les scientifiques posent des enregistreurs pour mieux les répertorier. Les explications de Heya Parautukorangi. Des kilomètres, ils en parcourent chaque jour pour étudier les oiseaux. Jenna a le GPS pour indiquer le point d'arrêt tous les 400 mètres. Et Simon se charge de porter et d'installer ce petit appareil, un enregistreur des chants d'oiseaux en continu entre 2 et 5 jours. On le laisse, ça nous permet de mesurer, de savoir quand les oiseaux sont actifs. Et pour ce projet, donc, on compare l'activité des oiseaux entre différentes îles, donc les quatre îles des Australes, les 4 îles des Australes qui sont donc Orotu, Raivave, Tupuai et Matara. Exactement. Et ça nous permet également de voir comment le développement, donc l'urbanisation, l'agriculture et l'altitude affectent la structure de ces communautés d'oiseaux. Une fois installé, l'enregistreur est connecté à une application via Bluetooth. Les données sont ensuite collectées et analysées par un programme informatique pour identifier les différents sons d'oiseaux. Une trentaine d'enregistreurs de ce type ont été posés dans chaque île, soit 30 000 heures de son qui, au final, donneront d'ici 1 an une idée de la structure des oiseaux australes. Que proposer à nos enfants pendant les grandes vacances? Un casse-tête pour bien des parents. L'association Tamari Tuhape propose des activités aux jeunes habitants du lotissement Vaitavatava de Papeete. Au programme des ateliers cuisine, de la peinture et surtout de la boxe anglaise. Reportage Ismaël Tahiata et Rohan Poutourou. On se déplace, déplace-toi, touche, un peu plus de coups. Sans la boxe éducative, il ne resterait que la violence des coups, la douleur aussi, et on finit par oublier l'essentiel, l'amusement, la découverte, l'essence même du noble art. Ici, les enfants doivent absolument prendre plaisir à boxer. Il faut savoir les bases d'abord, et après... Il faut savoir aussi les déplacements et après tu montes sur le ring. Après petit à petit ça vient tout seul. C'est bon les 3.
apprendre les bases, apprendre les règles de la boxe éducative, de ne pas nuire à son adversaire. Hein. C'est-à-dire de respecter aussi les règles, respecter son adversaire. Les réjouissances continuent. À l'atelier cuisine, par exemple, les barres aux céréales trouvent toujours preneur. Une recette parmi tant d'autres. Il y avait le croque-monsieur, panini, McFlurry, milkshake aussi. Et là, on fait des barres de céréales. Alors c'est difficile à préparer? Non, ça va. T'as juste à fondre le marshmallow et puis mélanger avec le céréal. Ce n'est pas compliqué pour réussir sa piñata. Pas besoin de grand-chose, du papier crépon, de la colle et surtout plein de petites mains. Les enfants, ils sont très manuels. J'ai remarqué qu'ils savaient beaucoup utiliser leurs mains. Et quand on les guide, ils peuvent travailler tout seuls. C'est un projet cofinancé par le contrat de ville et soutenu par la commune pour le recrutement des enfants. Donc c'est uniquement des enfants de Veitavatava. Et par la mise à disposition aussi des équipements. Donc il y a la salle de boxe de Veitavatava, le plateau sportif. Prendre la pause, sourire, faire face à l'objectif, c'est à l'atelier Reporters en herbe que la photographie prend tout son sens. Pour être bon photographe, il y a 3 qualités principales. Il y a le cadrage, la lumière et le décor. Pour le cadrage, il y a 3 différents cadres. Il y a le large, le médium et le serré. Ça leur permet de lutter contre l'isolement et de pouvoir justement favoriser l'intégration de tous, mais aussi de lutter contre l'oisiveté et contre toutes ces formes de dérive. Le projet Vacances à Veitavatava prend fin le 29 juillet. Il se poursuivra à la rentrée d'août, les mercredis et vendredis après-midi, pour une durée de 2 mois. La jeunesse encore avec Méliana Touahiri, adepte des concours locaux mais aussi internationaux. Elle se prépare à participer une nouvelle fois à un prestigieux concours américain. Véritable prodige de la chanson polynésienne, elle n'a pas fini de surprendre son public. Portrait signé Théophane Telitoua, Mélissa Chang et Jérôme Lee. Elle a commencé le ukulélé il y a 3 ans. Du haut de ses 13 ans, Méliana Touahiri a déjà décroché le titre de Junior Ambassador of Tahiti 2020 pour lequel elle a reçu les félicitations du jury. Cette année, elle participe au championnat du monde des arts du spectacle qui se déroule à Los Angeles. Un rêve qui se réalise aujourd'hui. Je me sens un peu stressée. Je me sens motivée quand même de le faire parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent dans ce projet. Et j'espère aussi que je vais rendre fière les personnes que j'aime. Je vais arriver là-bas, je vais bosser, on va dire ça. Je vais rencontrer des coachs et tout qui pourront me coacher. Habituée des concours internationaux, la jeune prodige a déjà participé au championnat des talents de France où elle a remporté une médaille d'or. Pour cette compétition, elle devra se présenter dans la catégorie de danse folklorique, chant, instruments de musique, comédie musicale ou bien encore mannequinat. Une compétition encouragée par Jade, son amie d'enfance. J'ai toujours suivi dans ses aventures et le fait de savoir qu'elle va à ce point-là, je suis carrément fière d'elle quand même. Parce qu'elle n'a pas perdu espoir, elle a toujours continué. Une fierté pour sa mère qui l'a suivie depuis qu'elle a commencé le chant. Comme tous les parents, toutes les mamans, elles sont fières qu'une fille puisse arriver à réaliser leur rêve. Elle a pris des cours avec Moana et ça s'est très bien passé parce qu'elle apprend très vite, que ce soit du ukulélé ou de la batterie ou autre, elle apprend très vite. Le championnat du monde des arts du spectacle rassemblera 5 continents. Méliana, elle, fera partie de l'équipe de France. Et on
on arrive au terme de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Le renouvellement de la flotte d'Air Tahiti Nui illustre la dérive de la défiscalisation selon la Cour des comptes. Dans son référé, le premier président remet en cause le choix des avions américains de Boeing plutôt que ceux d'Airbus. Une dépense fiscale de plus de 13 milliards de francs pacifiques qui aurait surtout bénéficié aux banques. La Cour a formulé 4 recommandations pour améliorer ce dispositif national. Alors que se déroule ce soir la première soirée des lauréats, ne manquez pas sur notre antenne notre page quotidienne dédiée au Heiva, émission suivie du téléfilm César Wagner. Ainsi s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain soir. D'ici là, passez une excellente soirée sur nos antennes. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.